Dans cette vidéo, nous allons parler du Royaume Congo. Le Royaume du Congo était un empire de l'Afrique du Sud-Ouest situé dans des territoires du nord de l'Angola, de la République du Congo, de la République démocratique du Congo et d'une petite partie du Gabon. Voilà pourquoi le peuple du Royaume, un peuple qui se nomme les Bas-Congo, se trouve actuellement en Angola, au Congo RDC, au Congo Brazzaville et au Gabon. La langue qu'ils utilisèrent pour communiquer était le Kikongo, une langue qui est actuellement toujours utilisée. La langue Kituba est une langue apparue grâce aux échanges commerciaux sur les bords du bas du fleuve Congo. Au fur et à mesure, la langue a pris de l'importance, au point même qu'elle est utilisée par plus de la moitié de la population en République du Congo et par plus de 4 millions de personnes au Congo RDC. Selon la tradition orale, l'origine du royaume se situe au riche pays de Mpemba-Kasi, situé juste au sud de l'actuelle Matadi, en République démocratique du Congo. Le Mpemba-Kasi en question était un royaume qui se trouvait au sud du royaume Mbata. Le royaume Mbata avait un prince nommé Nsaku-Lao. Hélas, les sources n'arrivent pas à dire grand-chose sur son histoire. Au sud se trouvait le royaume Mpemba-Kasi, avec son prince Nimianzima. Les deux royaumes étaient souvent victimes d'attaques des peuples sauvages nommés Kabunga, qui vivaient sur la montagne de Mwenempangala. Ils attaquèrent les villages de Mpemba et Mbata en vue de les piller. Alors, pour se sécuriser contre leur ennemi commun, Prince Nimi conclut une alliance avec Prince Nsaku. L'alliance entre Prince Nimi du royaume Mpemba-Kasi et Nsaku Lao du royaume Bata garantissait que chacun des deux alliés contribuerait à assurer la succession du lignage de leur allié sur le territoire de l'autre. Cette union se terminera par des ententes et mariages des deux lignées. Et du coup, ils ont distribué les charges. Nimi était chargé du gouvernement, Nsaku était responsable pour la partie spirituelle telle que décrite par les anciens. C'est fascinant, une fois que les deux royaumes se sont unis, leurs territoires n'ont pas cessé d'expandre et une fois que Nimi Alukeni, le descendant de prince Nimianzima, descendant, j'ai pas dit fils, dès que Nimi Alukeni eut accès au pouvoir, il conquit le sud et Mwenempangala, la montagne d'où venaient ceux qui attaquèrent les deux royaumes séparés. Il implantera sa capitale sur la montagne chère au Mpangala et nomma la capitale Mbanza Congo, qui signifie le siège de l'Union ou simplement le siège du pays. Mais c'est sous le règne de Nimi Alukeni que plusieurs petits États ou chefferies autonomes s'uniront sous un seul grand royaume Congo. Bref, je vais vous expliquer à quoi aurait ressemblé l'organisation administrative et politique du royaume Congo. Et je peux déjà m'imaginer que certains d'entre vous ne veulent pas connaître ces petits détails, même si moi-même j'adore ces petits aspects, mais ne vous en faites pas trop les mignons, je vais vous expliquer brièvement ce que les sources disent. Les fondateurs du royaume ont conçu leur pays comme un grand cercle ayant 4 secteurs et pourvu d'un gros noyau. Et vu que le Mbanza Congo est la capitale où réside Sa Majesté, j'ai tracé 2 lignes qui se croisent dans la capitale. Secteur 0 est la façade atlantique à l'ouest. Secteur 1 au sud se nomme Congo Dia Mpangala. Secteur 2 se nomme Congo Dia Mulaza. Secteur 3 au nord se nomme Congo Dia Mpanza. Les 3 secteurs et le Mbanza Congo formaient une fédération politique nommée Congo Dinanza ou Congo Dia Ntotila. Chacune de ces 4 entités comportait 7 subdivisions ou Kinkozi. Chaque Kinkozi avait d'autres divisions qui se divisaient et se divisaient et se divisaient. Le Nenkozi était le roi d'un Kinkozi. Le Nakai est le chef d'un Kikai et un Mafuku dirige un Kifuku, c'est-à-dire le plus bas échelon administratif de la Fédération Congo-Dia-Ntotila. Ces chefs de province étaient souvent de la famille du roi dans un système féodal. Les gouverneurs collectaient des taxes, élevaient des soldats ou des potentiels soldats, organisaient le système judiciaire local et entretenaient les routes. Il y avait aussi de nombreux États qui envoyèrent de l'argent ou des biens au roi en échange d'une protection ou l'indépendance. Et ces États indépendants payèrent le roi avec l'ivoire, la nourriture, de l'argent et même des esclaves. Ce qui montre donc que le royaume Congo était basé sur un système féodal. Il y avait d'abord les chefferies autonomes et ensuite l'autorité centrale s'associa avec les seigneurs locaux et ceux-ci avec leur population selon un système complet d'obligations et de services. Quant au Mbanza Congo où réside le roi, son cabinet comportait divers fonctionnaires, notamment le Mankata, qui est le préposé aux affaires militaires et à la guerre, le Netuma, le préposé aux armes et à la défense du Congo, le Mbenza Congo, qui est le préposé aux affaires de la justice, le Nempungi, chef de la musique du palais, sans oublier qu'il y avait aussi le Conseil des Anciens qui contrôlait l'autorité du roi. Donc les différents rois étaient bien entourés, bien conseillés, très puissants. Le royaume Congo était aussi très sécurisé avec une grande armée. Et souvenez-vous,
Tout ceci se passe grâce à l'alliance entre Prince Nimi du royaume Pembakasi et Nsakulao du royaume Mbata. Leurs descendants sont ceux qui continuèrent le combat. Quand on parle de la vie quotidienne des locaux, je pense que ça va surtout intéresser les femmes. Comme expliquent les sources, la société congolaise était organisée en villages. Et chaque village était composé de grandes familles appelées Kanda. Attends, j'ai dit Kanda? Oh, je comprends maintenant, hein? Kanda, comme dans les films Black Panther avec les pays fictifs qu'on nomme les Wakanda. Bref, les villages étaient composés de grandes familles réunies par un ancêtre commun. Et ce qui est intéressant, surtout pour les femmes, le statut social et les richesses dans une famille étaient transmises par les femmes et pas par les hommes. Même dans la famille royale, c'était la même chose. La propriété et le statut royal dépendaient de la mère et pas du père. Mais attention, ça ne veut pas dire que les hommes n'aient jamais été à la tête de leur famille. Ils étaient souvent à la tête d'un Kanda, mais il était également fréquent que les femmes soient en charge. Le royaume Congo était aussi organisé à base de leur propre calendrier. Les sources expliquent qu'au royaume Congo, tout comme dans beaucoup de régions de l'Afrique centrale ou de l'Ouest, une semaine avait 4 jours, avec un jour ouvrable pour le marché. Ils avaient leur propre monnaie au royaume. Un mois contenait 7 semaines et un an durait 13 mois, plus un jour. Multipliez les 4 jours fois les 7 semaines que vous allez ensuite multiplier par les 13 mois, ça fait 364 jours. Rajoutez le plus 1, ça fait les 365 jours que la Terre a besoin pour tourner autour du Soleil. C'est vraiment pas mal qu'ils sont arrivés jusqu'à là sans technologie ou je ne sais quoi. Surtout quand on considère que les scientifiques disent que la Terre a besoin d'exactement 365 jours 256 pour tourner autour du Soleil. Donc au Royaume Congo, il n'y avait pas le fameux problème des 366 jours qu'on nomme les années bissextiles. Et j'ai pas terminé. En considérant la location géographique du Royaume Congo, le pays comptait 5 saisons. Il y avait la saison des premières pluies qui était nommée Kintombo. Dans le calendrier mondial, on devrait se trouver en octobre jusqu'en décembre pour la vivre. La deuxième saison des pluies et celle de la récolte du vin de palme était nommée Kianza. C'était au mois de janvier jusqu'au février. La dernière saison des pluies se nomma Ndolo. C'était de mars à mi-mai. Ensuite, il y avait la première saison sèche marquée par les vents froids. La saison s'appela Siwu ou Kisuhu. C'était de mai jusqu'en août. Et pour finir, la 5e saison, il y avait la seconde saison sèche caractérisée par des fortes chaleurs. La saison se nomma Mbangala. Et c'était de mi-août à mi-octobre. Donc vous voyez, le royaume était vraiment très organisé, il était immense. Le royaume faisait la moitié de la surface de toute l'Europe occidentale. Et cette originalité et cette complexité structurelle de l'organisation du territoire du royaume surprendront l'intelligence de nombreux étrangers européens. Ce qui ne devrait pas vous impressionner vu que les Européens voyaient le monde que d'une seule façon, la façon eurocentrique. Mais maintenant, voilà la grande question. Comment se fait-il que le calendrier que j'ai mentionné a changé? La réponse est très simple. Ça a changé depuis la venue du christianisme. Et je crains que c'est maintenant que la vidéo va devenir un peu plus sombre. Pour mieux vous expliquer l'apparition du christianisme au royaume, je vais vous ramener à nouveau chez les rois et ensuite nous allons abréger la vidéo. Alors que le royaume Congo connaissait cette grandeur et avait déjà absorbé pas mal d'autres royaumes, comme le royaume Loango et encore bien plus, le royaume s'étendait jusqu'au Gabon après tout. Je crains que, au moment où les Portugais sont arrivés au royaume, que le royaume commença petit à petit à sombrer dans le chaos. Dans l'année 1490, un explorateur portugais du nom de Diogo Cao retourna au royaume Congo accompagné de missionnaires catholiques et fut accueilli à la capitale. L'explorateur était bien reçu par le roi Nzinga Kuvu, le petit-fils du fondateur du royaume. Et le petit-fils était très intéressé par la culture portugaise, au point même qu'au 2 mai 1491, il fut baptisé par des missionnaires portugais. Il changea son nom de Nzingankuvu à Joao do Congo, ou en français, Jean Ier du Congo. Et le reste de sa famille a fait la même chose. La capitale était rebaptisée pour la 3e fois. C'était d'abord le Mwene Mpangala dans la période de l'ancêtre Nzimianzima, ensuite le Mbanza Congo dans la période de Lukeni Loanimi, le fondateur du royaume, et depuis la venue des Portugais, le lieu a été rebaptisé en Sao Salvador. Les Portugais construisirent une église tout en aidant le roi à défendre la province de Nzudi qui était attaquée par les Pateques. Et ensuite, certains Portugais présents rentrèrent au Portugal avec de l'ivoire et avec des esclaves. À la fin du siècle, le roi Nzingankuvu et son fils Mpanza Nzinga retournent rapidement à la religion africaine traditionnelle et renonça au christianisme car la religion était incompatible avec la politique matrimoniale et l'économie du royaume.
Et du coup, le roi avait expulsé les missionnaires portugais en 1495. Il y avait un petit problème. Le roi et son fils avaient connu une certaine opposition. L'opposition de la reine baptisée sous le nom de Léonore et de son autre fils Nzinga Mwemba, qui était baptisé et avait le nom Alfonso. Tous les deux restaient fidèles au catholicisme. Alfonso se retira de la province qu'il gouverne, la province de Nsundi, qui, souvenez-vous, est attaquée par les Pateke, et recueillit les missionnaires expulsés de la capitale Mbanza-Congo. Après la mort du roi Nzinga Nkuvu, les grands du royaume ont élu comme successeur Mpanza Nzinga, qui avait retrouvé la foi dans la religion africaine traditionnelle. Alfonso Ier n'était pas d'accord, alors les deux fils aboutiront à la guerre civile pour avoir accès au trône. C'était donc le combat de la fratrie Nzinga Mbemba, aussi connu en tant qu'Alfonso Ier, contre Mpanzu Nzinga, qui abandonna le christianisme et retourna vers les religions de ses ancêtres. Ce combat, mes amis, est une des raisons qui explique comment il se fait que les Congolais sont en majeure partie chrétiens. C'est parce que Mpanzu Nzinga, le fils ayant abandonné le christianisme, fut fin de compte assassiné par son frère Nzinga Mbemba ou Afonso Ier. Afonso avait un avantage, il avait l'aide des Portugais. Et à la suite de cette victoire, il entreprend la christianisation du royaume en 1506. La correspondance d'Alfonso avec le roi du Portugal dans le temps rapporte l'épisode de la conversion du peuple après un discours de celui-ci. Ensuite, il organisa la destruction des fétiches et donna à la place des crucifixes aux chefs locaux. En fait, la conversion s'est faite plus rapidement et plus facilement parce que les termes religieux tels que Dieu, Saint et Esprit étaient traduits en Kikongo, directement issus de la cosmologie Congo. Et ainsi, la conversion s'est faite plus facilement. Les peuples pouvaient tout simplement s'auto-identifier, n'ayant besoin que d'une simple déclaration de foi. Sans oublier que chez les Bakongo, il y avait déjà l'idée d'un Dieu omniprésent, omnipotent et omniscient. Et de jour en jour, le royaume Congo devait traverser de nombreux défis qui devenaient tout simplement de trop. Je ne vais pas expliquer les détails dans cette vidéo, et si vous êtes vraiment curieux, prenez un livre. Il y avait premièrement le problème d'esclavagisme qui consistait à capturer les autochtones en complicité avec certains chefs du royaume. Le deuxième challenge du royaume était la colonisation qui allait venir un peu plus tard. Troisième challenge, la sorcellerie. Telle famille soupçonne telle famille accuse telle famille. Ceci amènera les déceptions, des déplacements vers d'autres lieux et des changements de nom. En parlant de sorcellerie, fin 17e siècle, début 18e siècle, il y avait la prophète Béatrice Kimpavita, qui était leader de son propre mouvement chrétien, aussi appelé le mouvement antonianisme. Elle voulait un changement dans la façon dont les peuples vivaient le christianisme. Parmi les changements, elle disait que Jésus était né au Congo et était un Congolais comme l'était sa mère. Mais elle fut arrêtée pour sorcellerie. Et avec un mix de conflits internes et externes, le royaume petit à petit commença à se détruire. Et le reste fut absorbé dans l'État indépendant du Congo.